vient de la CST en direct du Festival de Cannes. Donc on est aujourd'hui avec Cédric Lejeune de Workflowers. Bonjour. Bonjour. Et on est ici donc en direct du Festival du cinéma. Donc on va parler cinéma. Est-ce que c'est une industrie très polluante ? Alors, le cinéma est une industrie polluante parce qu'on est dans le règne du tout jetable. On fait beaucoup de choses, alors même si c'est en train d'évoluer beaucoup. Il y a toute une phase sur les tournages où on construit des choses qu'on jette. Alors, on va se poser la question de comment on les jette moins. Puis après, il y a tout ce qu'il y a après le tournage qu'il faut prendre en compte aussi. La post-production ? La post-production, la diffusion, la consommation. Donc tous ces éléments-là, ce qui se passe en salle, tous ces éléments-là sont importants aussi. Et quels sont les éléments en fait du cinéma qui sont polluants ? Est-ce qu'il y a des postes en particulier ou est-ce que ça concerne tous les métiers ? Alors, ça concerne tous les métiers de manière très différente puisqu'on est une industrie du monotype. C'est pas le proto parce que le proto c'est le premier. Alors si en série on a le pilote, mais le monotype c'est on fait un objet unique et donc il y a beaucoup de choses qu'on peut pas réutiliser. Et on peut pas non plus. C'est assez difficile de maintenir les bonnes pratiques d'un projet à l'autre parce que c'est des équipes différentes et l'immense variabilité qui fait toute la richesse de notre art fait que c'est difficile de réutiliser, c'est difficile de mettre en commun et c'est probablement ça le plus gros défi qu'on a à retrouver parce il peut y avoir de la pollution à plein d'endroits différents et d'un projet à l'autre on peut aussi bien, même sur des films à budget équivalent, on peut avoir un huis clos dans un appartement avec Catherine Deneuve qui va coûter voilà, et puis avec le même budget faire un truc qui fait exploser des bateaux à Cannes et ça n'aura pas le même bilan carbone. Donc tous les projets sont différents, c'est ça qui est fantastique, mais c'est pas facile de rationaliser. Et tu viens de parler de bilan carbone. Pourquoi est-ce qu'on utilise le carbone comme unité de mesure ? Alors c'est une bonne question parce qu'il y a plein de gens qui me disent oui mais le carbone, les plantes elles ont besoin de carbone pour pousser donc il faut du carbone et ils ont raison. C'est une unité d'équivalence qui permet d'avoir un bon rapport de compréhension de l'impact environnemental. Donc ça permet d'avoir un chiffre plutôt que d'en avoir une dizaine. Pourtant par exemple quand on fait une analyse de cycle de vie, on prend beaucoup d'unités pour savoir quel est l'impact environnemental sur la biodiversité, sur la qualité de l'air, des choses comme ça. Mais si on doit donner à un politique ou un décideur tous ces chiffres avec plein d'unités compliquées, tout ça, on ne va pas réussir à les avoir. Et c'est assez représentatif. Alors nous, chez Workflowers, par exemple, on l'utilise aussi comme un indicateur de performance de l'entreprise. Parce que par rapport à une action, si on lit, par exemple, de la tonne de carbone par rapport à du chiffre d'affaires, ça donne c'est un indicateur comme assez intéressant. Et comment est-ce qu'on mesure ce carbone, du coup, par exemple pour un film dans sa globalité ? Alors ça, c'est une grande question parce qu'aujourd'hui, il y a plein de calculateurs différents et il va y en avoir encore plus. Et nous, on a la chance de participer à un projet européen. Justement, l'Europe s'est donné comme objectif d'uniformiser les méthodes de calcul. Ce qui est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on prend le même projet, on le calcule avec Albert, le calculateur anglais, ou bien le calculateur allemand de chez Climactive. On va avoir des résultats différents et il y a des choses qui vont être prises en compte, des choses qui ne vont pas être prises en compte. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'uniformiser tout ça et que 1 + 1 = 2, aussi bien dans tous les pays, qu'on puisse gérer la coproduction. Ça peut paraître stupide, mais par exemple, là, il y a un calculateur européen auquel on a contribué qui s'appelle Eureka, qui va être le premier justement à pouvoir gérer correctement la coproduction et qui va aussi prendre en compte la post-production parce que jusqu'à maintenant, la plupart des calculateurs ne prennent pas en compte la post-production qui prend de plus en plus d'importance dans les projets. Et qui est gourmande en énergie ? Potentiellement, encore une fois, tous les films sont différents, mais les films d'animation consomment énormément. Les effets spéciaux, comme notre industrie en est de plus en plus friande, aussi potentiellement, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Et en plus, c'est très lié à des paramètres économiques. Moi, j'ai des clients en ce moment qui se posent beaucoup de questions parce qu'ils ont des factures d'électricité qui dépassent les 10 000 € par mois. Ça commence à poser de vrais sujets de fonctionnement, de rentabilité. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'accompagner, parce que la partie environnementale est liée à l'activité, la consommation de ressources, et finalement, ça peut être assez vertueux de travailler les deux ensemble.
Et du coup, juste pour terminer sur le constat avant de passer aux solutions, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, quels sont les piliers en fait qui posent problème? Est-ce que c'est le transport? Est-ce que c'est la consommation d'énergie, la gestion des déchets? Il y a un petit peu de tout à la fois. Encore une fois, tous les projets sont très différents. Le véritable enjeu justement de la mesure, c'est d'essayer de récupérer les informations et de les centraliser. Alors pour on est encore dans la phase du constat. On est en train de passer justement à la mesure, à l'uniformiser et quelque part la prise de conscience de ces éléments-là. Parce que aujourd'hui on ne sait pas en fait. Donc ne serait-ce que déjà savoir sur un film combien de kilomètres ont été parcourus, combien de repas ont été servis, c'est assez facile à obtenir, mais tous ces éléments-là vont avoir un impact sur le carbone, les déchets, la fabrication de décors, tous ces éléments-là. Donc déjà les centraliser, en prendre conscience, c'est quelque chose d'assez important. Et à partir du moment où on a mesuré et établi justement quels étaient les postes qui consommaient le plus de carbone, quels sont les leviers pour aider à les réduire? Alors les grands leviers, ça va être la conception. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, alors c'est beaucoup plus facile par exemple en série. Alors nous par exemple on accompagne Newen qui fait beaucoup de séries. Ce qui est intéressant, c'est que d'une saison sur l'autre, comme on a une continuité, on peut mettre en place des pratiques, et ça c'est super intéressant parce qu'on peut mettre en place les pratiques, les évaluer, rerouter en fonction de l'impact, si ça marche pas. Donc ça mais quand on fait un unitaire, c'est beaucoup moins vrai. Donc après, ça va passer par les métiers, c'est-à-dire de travailler avec les gens du décor, de la post-production et tout ça, pour essayer de comprendre dans leur métier ce qui peut être fait. Comment ils consomment l'énergie, comment ils consomment leurs ressources. Le sujet, c'est toujours la ressource. Donc après, il faut voir ce qui est viable et ce qui ne l'est pas. Et plus on va réussir à emmener les gens tôt dans la réflexion, plus ce sera à la fois reproductible et efficace. Enfin, surtout efficient. Donc, ça veut dire que quand les gens sont sensibilisés, là, le projet d'après, ils vont pouvoir proposer aux producteurs de dire tiens, on va plutôt essayer comme ça parce que la dernière fois ça a marché. Donc, parce que les productions entre elles, si c'est pas les mêmes équipes et tout ça, on n'arrive pas à avoir cette continuité qui permet de mettre en place de l'amélioration continue. Tu parles de la déco. Dimanche, on avait une masterclass ici justement avec des chefs décorateurs qui disaient qu'il y a une vraie réflexion qui se met en place sur comment réutiliser des éléments de décor d'un film pour un autre. Exactement. Ça, c'est un vrai gros sujet, surtout qu'il y a eu de gros changements de pratiques, puisque on est passé finalement d'un paradigme où avant on gardait beaucoup plus, puis entre le prix de l'immobilier qui a augmenté, qui faisait que garder ça coûtait cher, et le prix des matériaux qui a baissé avec des choses de mauvaise qualité extrêmement peu chères dans les magasins de bricolage, s'est imposé la pratique du tout jetable. Et bien maintenant, entre la raréfaction des ressources d'une part, l'augmentation du coût des matières premières et les contraintes environnementales, enfin toutes ces choses-là se mettent les unes dans les autres. Revenir, même si l'immobilier lui n'a pas baissé, revenir vers une pratique de garder plus va devenir assez naturel. Donc est-ce qu'on peut dire que les crises actuelles de pénurie et d'augmentation des prix sont finalement une vraie chance ? C'est une chance intellectuelle, c'est malheureusement quelque chose qui va faire souffrir énormément la population en général. Donc il faut qu'on soit très attentif à ça, parce que effectivement la pénurie est là, elle s'installe, elle est là pour durer. C'est quelque chose qui va s'intensifier, que les choix politiques qui sont faits ne vont pas dans le sens d'une amélioration globale de la situation. Donc il va falloir s'habituer, il va falloir changer la façon de penser et dans nos métiers techniques, le whatever it takes, il faut remplacer l'efficacité, c'est-à-dire on va trouver une solution par l'efficience, c'est-à-dire on va trouver une solution en fonction de nos moyens. Et ça, c'est un changement de culture. Et donc, les aspects formation en particulier, mais formation continue, c'est pour tout le monde, à chaque étape de sa vie. On commence à faire rentrer ces paramètres-là dans ces pratiques. Et pour certains, en fait, l'intérêt, c'est de rapprocher ça de ces pratiques quotidiennes aussi. Parce que... Et est-ce que travailler de manière éco-responsable est plus contraignant que comme on le fait jusqu'à présent ? Alors, c'est contraignant quand on le subit. Parce que si c'est pas choisi, il va falloir qu'on change des choses et c'est pas drôle. Ce qui coûte le plus cher d'ailleurs dans tous les projets,
souvent, du point de vue, comme on optimise les ressources, on réutilise et tout ça, du point de vue fonctionnel, en général, ça coûte moins. Par contre, le changement de pratique, former les gens, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc il y a un vrai sujet sur le coût du changement, parce que économiquement, sur plein de sujets, pas tous, loin de là, mais en tout cas sur plein de sujets, on va consommer moins, donc ça va être économiquement intéressant. Mais pour ça, il faut l'intégrer dans ses pratiques. Alors il y a des gens qui le vivent très bien parce qu'ils se disent c'est une opportunité, encore une fois, de rentrer plus en cohérence avec ce que je vis à la maison et ce que je fais dans mon métier et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens dans nos métiers aussi, en particulier plus jeunes, qui aspireraient à des choses un petit peu plus saines du point de vue environnemental. Donc en fait, il y a plein d'idées, et tu parlais tout à l'heure de ce qui se passe au niveau des gens, la décoration et tout ça. Ça se passe un petit peu partout. Nous, dans nos projets, on rencontre des gens vraiment très impliqués dans ces démarches-là. Donc, en fait, il y a des gens qui accueillent de manière très positive cette contrainte parce que c'est aussi une condition de créativité. La créativité qu'on a aujourd'hui, quand on fait un film, on est contraint par le budget. Donc, on invente des solutions. Et ben en fait, on va inventer des solutions par rapport au bilan carbone qu'il va falloir que l'on fournisse à notre diffuseur. Donc, il va nous dire, voilà, vous avez tant de millions pour faire votre film et tant de tonnes de carbone. Bon, ce sera une nouvelle contrainte. Donc Et tu as des exemples notamment de solutions de ce type pour réduire le carbone Ah oui, des exemples, il y en a. C'est souvent justement à l'écriture, mais elles sont c'est pour ça qu'économiquement, ça peut être assez efficace. C'est exactement les mêmes raisons qui faisaient qu'il y a certains films, quand l'avion se crache, on voit juste les yeux du pilote qui se ferment, comme ça, et on entend un gros boom. Puis après, il y a des films où on a des effets spéciaux avec un avion en flammes, des choses comme ça. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose au film qu'on voit l'avion c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est là que c'est une question artistique. Donc on peut faire des ellipses, on peut faire plein de choses. Moi j'aime beaucoup le cinéma russe, j'aime beaucoup les cinémas japonais aussi, où la sobriété fait partie de l'histoire. Enfin, elle accentue. Il y a même beaucoup de films, d'ailleurs même dans le cinéma français, où la sobriété au niveau du son et choses comme ça accentue l'histoire. Il y a des choix artistiques dans la sobriété. Donc on peut en abuser. Et tu parles de budget, forcément. Est-ce qu'un film éco-responsable est plus cher qu'un film classique ? Encore une fois, si c'est subi et oui, il faut que je rajoute un éco-runner, ça va coûter cher, et des choses comme ça, oui, ça va coûter plus cher, et toute la question va se poser sur qui paye l'éco-runner, qui paye le bilan carbone, parce qu'on veut pas changer nos pratiques. Surtout pas. On veut vraiment juste s'assurer qu'on a bien rempli nos conditions réglementaires par rapport à nos donneurs d'ordre et nos financeurs. Ça, c'est vraiment le mauvais exemple. Mais de toute façon, ça va s'atténuer parce qu'encore une fois, on va être porté par un phénomène plus sociétal. Parce que de toute façon, tout ce qui va se passer du point de vue social, quand les gens comprennent le changement climatique, ces choses-là commencent à... on le voit concrètement. Voilà, la sécheresse qui se passe en ce moment, il y a plein de gens qui en souffrent déjà directement, et les famines qu'on va avoir en septembre, octobre, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ça va changer des choses parce qu'on a des problèmes avec le blé, donc toutes ces choses-là vont faire que les gens vont être plus conscientisés. Et donc, ça va amener des pratiques. Puis encore une fois, il y a des gens qui vont très bien le vivre parce que ils vont se dire, oui, c'est normal. Ils vont gérer ça de manière très naturelle. Donc, plus cher, non. Plus cher si on a envie de le faire exactement pareil. Mais si on le fait pas exactement pareil, c'est comme manger bio, quoi. C'est-à-dire que si on mange pas exactement la même, si on veut une grosse côte de bœuf bio, oui, c'est plus cher. On peut faire sans la côte de bœuf. Et tu parlais de compensation carbone. Est-ce que ça peut être une solution, ou est-ce que la solution c'est vraiment d'en consommer moins à la base ? Alors, solution, déjà, il y a quand même beaucoup de limitations dans la justification scientifique du concept de compensation. Donc, c'est loin de faire consensus, la notion de compensation. Donc, en pratique, on peut dire que... Puis en plus, il y a eu beaucoup de projets qui, finalement,
étaient quand même de très grosses opportunités économiques pour certaines personnes, et c'était quand même bien du greenwashing et des choses qui n'avaient pas beaucoup de sens. Donc ça commence à se savoir aussi. Donc ce qui fait que ces choses-là vont être de moins en moins recevables, sauf à le faire avec des gens qui vraiment font de vrais projets mesurés correctement. Nous, on échange par exemple à La Rochelle, il y a la coopérative Carbone qui fait un travail formidable justement pour avoir des projets locaux intégrés dans le tissu économique et tout ça. Donc ça a du sens. Donc travailler avec ce genre de projet, c'est intéressant. Mais encore une fois, le diable est dans les détails. C'est-à-dire que compensation, aujourd'hui, il y a des gens qui ont proposé d'aller planter des arbres au fin fond du Kenya. À 100 000 euros l'arbre, on peut peut-être faire quelque chose de plus intéressant, quoi. Et pour réduire notre consommation, du coup, si on regarde un petit peu les différents piliers, par rapport à l'énergie, est-ce qu'il y a des moyens d'économiser les dépenses d'énergie ? Il y a plein de réflexions à avoir. Ce que je fais aussi, parce qu'on continue à faire de l'ingénierie chez Workflowers. Historiquement, moi j'ai beaucoup travaillé sur la couleur, les caméras, les projecteurs, le HDR et tout ça. Ce qui est magique en ce moment, c'est que on a des super belles caméras avec une très grande sensibilité qui permettent de faire plein de choses avec beaucoup moins de lumière. Donc, inventons d'autres manières de. Inventons. Enfin, c'est une opportunité. C'est ça qui est génial. On peut faire une nouvelle vague sobre. Je sais pas. Je lance le concept. Éclairons différemment. Claude Lelouch, à l'époque, il avait du noir et blanc et de la couleur mélangée parce que son labo, il avait une contrainte technique. Son labo lui avait filé un peu de ça, un peu de ça. Nous, on va se dire, la contrainte, c'est mon bilan carbone. Comment je fais ? Est-ce qu'on peut inventer ? Alors là, on a le prix EcoProd. Peut-être que justement, ces nouvelles contraintes, elles vont amener de nouvelles créativités. Encore une fois, il y a des solutions. Et les solutions, c'est moins. Les solutions, baisser son bilan carbone, c'est mutualiser. Alors, mutualiser les transports, mutualiser les moyens techniques, mutualiser tout. Et la sobriété. Donc ça veut dire le meilleur matériel, c'est celui qu'on n'utilise pas. Donc je vais transporter moins, je vais voyager léger, je pense à la nouvelle vague parce que c'est caméra à l'épaule, c'est toutes ces choses-là. Ça peut être hyper créatif. Et tu viens d'aborder le thème des transports. Est-ce que le véhicule électrique peut être une solution ? Alors, l'électricité, ça ne reste qu'un moyen de transport de l'énergie, parce que l'électricité, à part dans les éclairs des nuages à l'état naturel, ça n'existe pas beaucoup. Donc on va générer l'électricité avec un moyen technique qui va être une centrale nucléaire, une centrale à charbon, une centrale à fioul, mais de l'hydroélectricité, de l'éolien, du photovoltaïque, et on va transporter cette électricité-là, puis après on va potentiellement la stocker dans une batterie. Donc l'impact de la batterie environnementale, il est loin d'être nul. C'est vrai qu'on va avoir une meilleure efficacité énergétique de la voiture électrique par rapport à une voiture mais ça c'est juste si on prend la partie électrique. Si on prend tout ce qu'il y a devant, c'est pas forcément le cas. Donc, pour la conception selon si elle a été chargée avec une centrale à charbon en Chine, c'est pas formidable. Donc il faut prendre toute la chaîne. Et pour réduire les transports, notamment des équipes, est-ce que retourner davantage vers les tournages en studio pourrait être une solution ? Alors le studio, ça peut être une idée. Après, il peut y avoir des effets rebonds. Je pense en particulier tout ce qui est en ce moment, il y a beaucoup de projets avec des panneaux à LED, des choses comme ça, où on se dit, en fait, les gens vont pas voyager, on va leur faire le Maroc, on va leur faire tout ça. Alors ça pose plein de sujets de financement, de coproduction qu'on va pas aborder, mais ça va aussi poser un sujet de plaisir du travail, parce que tout s'est enfermé dans une boîte. Ça va pas être très drôle. Mais encore une fois, c'est la conception. C'est-à-dire que la conception du film, faut raconter les histoires différemment, parce que le studio, oui, ça peut être mieux dans certains cas si le sujet, faut remettre ça en relation. Il y a pas de dans tous les cas, que ce soit les technologies, que ce soit une caméra, la LED pour la lumière, le studio, ça dépend du projet. Et encore une fois, il n'y a pas deux projets. C'est toute la difficulté, même en tant que prestataire, d'appréhender des projets qui sont si différents, trouver des solutions. Le but, c'est vraiment de réfléchir ensemble pour trouver ce qui va marcher pour le projet. Encore une fois, le budget carbone, si on commence à le penser de la manière si efficace que les productions pensent le budget économique, si on pense le budget carbone avec la même élasticité et la même créativité,
on va très vite y arriver. La seule difficulté, c'est que, et bon, elle n'est pas moindre, c'est que les producteurs, ça fait 100 ans on a toute la gymnastique, on lit un script, bon, ça c'est 200 000, ça c'est 100 000, ça je vais le faire là, je vais appeler machin, lui va me dire ça, je lui fais moins 30%, enfin, toute cette gymnastique intellectuelle, on a tous les outils. Pour le carbone, on ne sait pas encore le faire, mais ça va venir très vite. Et est-ce que c'est ton rôle d'accompagner les productions projet par projet ou de former les gens de manière plus globale ? Alors, nous, on travaille avec Workflower, on travaille plutôt avec les entreprises, que ce soit des prestataires, que ce soit on travaille chez Canal+, avec Newen, chez TF1 et tout ça, justement parce qu'on est plutôt dans une démarche d'accompagnement et d'amélioration continue, ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec les productions, sauf justement quand c'est de la série, parce qu'on peut mettre en place des tableaux de bord pour suivre et se donner de la continuité dans le temps pour l'efficacité des solutions. Donc nous, on travaille beaucoup plus dans... Enfin, notre objectif, la mission de Workflower, c'est vraiment de transformer le métier, et ça ne peut se faire que dans la continuité. Est-ce qu'il y a comment répondent les entreprises ? Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience et une vraie envie de progresser sur ces questions-là ? Les entreprises, elles ont une approche, c'est assez différent. On nous appelle pour plein de raisons différentes. Ce qui est intéressant, c'est quand elles l'intègrent vraiment dans leur stratégie. Je vois, l'année dernière, on a travaillé avec Newen qui a annoncé sa stratégie de réduction carbone à Cannes l'année dernière. On les a accompagnés, on continue à les accompagner. C'est un échange qui est hyper enrichissant. Ce qu'on a beaucoup parce que il y a l'entreprise, ça va dire sa direction et tout ça, mais après, ce qui est passionnant, c'est qu'on touche un sujet qui touche beaucoup à l'émotion, parce qu'encore une fois, beaucoup de gens dans les entreprises, comme beaucoup de gens dans la société en général, sont impactés émotionnellement par rapport au sujet environnemental. Donc très vite, on a des gens qui deviennent des ambassadeurs de la transformation dans l'entreprise, et qui ensuite pilotent les projets. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est que les gens soient le plus vite possible autonomes avec des outils pour eux-mêmes faire avancer la transition. Est-ce que c'est une volonté de greenwashing, ou est-ce que, comme tu dis, c'est vraiment porté par l'ensemble Alors, le greenwashing, il a plusieurs dimensions. En fait, il y a un truc qui est un peu naïf au départ, c'est que les gens veulent faire quelque chose parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin, mais ils ne savent pas par où commencer. Aujourd'hui, il y a plein de gens, je vois par exemple Netflix, ils ont des super communications sur le green et tout ça, parce qu'ils en ont besoin de se présenter par rapport à leurs clients, aussi pour être attractifs en termes de recrutement. Mais dans les faits, ils commencent à faire des choses, mais sur plein d'aspects, ils ne savent pas par où commencer. Et d'ailleurs, clairement, il y a plein de sujets sur lesquels même la mesure et tout ça, c'est pas simple, parce que l'état de l'art scientifique, il est pas très riche. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais donc on pourrait qualifier, de par ce manque de maturité, on pourrait qualifier ça de greenwashing. Mais il y a un moment, ce qui est important, c'est la démarche. Et surtout qu'elle soit honnête. Et quand elle est honnête, ça se voit tout de suite. Et à l'inverse, quand elle n'est pas honnête, ça se voit tout de suite aussi. Donc après, il y a des gens qui ont juste besoin, par rapport à une contrainte très précise, de livrer des choses. Bon, là, c'est vrai que c'est pas forcément intéressant, parce que derrière, c'est pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore intégré que la survie même du modèle économique de l'entreprise en dépend. Parce que de toute façon, ce qui se passe là avec les grands donneurs d'ordre qui mettent en place leur stratégie de réduction carbone fait qu'ils vont avoir des budgets carbone, et fait que leur post-achat, que ce soit vers les prestataires, les fournisseurs, les productions, vont être contraints à rentrer dans cette économie carbone. Donc on va être encore une fois dans le double budget. Donc ça va être naturel pour tout le monde à un certain temps. Ceux qui se préparent le plus tôt auront les avantages aussi économiques d'y rentrer. Donc oui, après on y va. Les gens y vont avec plus ou moins d'allant, plus ou moins de volonté honnête, mais à la fin il n'y a pas le choix. Et cette carotte financière est une vraie motivation ? Alors c'est intéressant, parce que pour l'instant on est dans une phase qui est une phase plutôt de bonus, c'est-à-dire que les institutions, en particulier l'Europe, le CNC, tout ça, aujourd'hui par exemple dans les dossiers type industrie technique, il y a une page environnementale qui fait que si un projet a une dimension environnementale, il va avoir un bonus
sur sa subvention, il va être mieux financé. Pareil, aujourd'hui, les projets médias européens ont une partie qui compte sur de plus en plus de points sur la partie environnementale. Donc ça, c'est des choses aussi qui relèvent du bonus pour être mieux financé. Et puis progressivement, on va aller vers une forme de malus. On ne sait pas exactement quand, mais c'est... Donc aujourd'hui, ceux qui veulent... L'avantage compétitif, c'est celui qui se positionne sur ces sujets-là, va voir ses projets mieux financés, que ce soit des projets techniques, des productions... Et tu abordais le cas de Netflix. Quel est l'impact de la partie consommation des films ? Alors Netflix, c'est assez... parce qu'un film, la grosse difficulté, c'est savoir s'il est vu ou s'il n'est pas vu. Parce qu'il y a toute une partie qui correspond à sa production, puis après, il y a toute la partie qui correspond à sa diffusion. Ou si on veut le prendre correctement, donc le périmétrage, ce qu'on appelle le scope. On a le scope 1, 2, 3. Le 1, c'est quand on émet directement des gaz à effet de serre. Donc par exemple avec la clim. Le 2, c'est toute l'énergie, donc ça va être toute la partie consommation électrique par exemple. Et le 3, c'est la fabrication des matériels et des choses comme ça. Donc si on veut faire un vrai scope 3 de Netflix, il faut prendre en compte le fait que les gens ont des téléphones, qui vont utiliser tout ça, toutes ces choses-là vont en faire partie. Et donc après se posent des questions même de modèle économique, parce qu'aujourd'hui ils font payer plus cher le fait que les gens puissent voir en UHD, HDR, mais qui consomment plus. Donc en fait, il commence à y avoir un croisement entre un objectif de réduction et leur modèle économique qui favorise une consommation supérieure. Donc toutes ces choses-là vont devoir être revues et vont évoluer dans le temps. Parce que là, pour l'instant, il y a d'ailleurs très belles initiatives comme D-Impact, qui est un projet sur la partie diffusion avec, je crois que c'est l'université de Cambridge, si je ne m'abuse, où il y a la BBC, Sky et tout ça qui se regroupent là-dedans pour travailler sur ces aspects de diffusion. Il y a plein de choses. En France, on a Ecoprod, il y a Albert en Angleterre. Enfin, tout le monde se lance un petit peu dans des initiatives à la fois de calcul carbone, de labellisation aussi. Ces choses-là sont assez importantes aussi pour valoriser le travail et les initiatives des gens. Mais à la fin, tout le monde va rentrer dans un cadre qui finalement en fait, les deux cadres qui vont être contraignants, c'est d'un côté le cadre réglementaire, et puis d'autre, tout simplement, la pénurie de ressources. Quand moi, j'ai déjà des clients qui ne peuvent pas acheter des ordinateurs pour faire leur production. Les délais de livraison sont à 6 mois. Et tu parlais tout à l'heure du prix de l'énergie. Ah oui, aussi, ça l'énergie est un paramètre qui ne va pas s'améliorant. Je suis d'ailleurs heureux qu'il y a la FICAM, il y a un groupe de travail maintenant qui commence à se poser ces questions-là. Donc voilà, tout ça va dans le bon sens. Mais ça va poser des questions de méthodes de production, de workflow. On s'appelle workflowers, on fait du workflow. Donc on se pose ces questions. C'est pas juste éteignez votre ordinateur en partant chez vous ce soir. Et globalement, tu vois une vraie prise de conscience en France et en Europe ? À titre individuel, énormément, encore une fois, chez les jeunes, et ça rebondit vers les entreprises. Je vois le travail qu'on fait avec Canal+, c'est un plan qui s'appelle « Et ton frère, et ta sœur, et ta planète ». C'est pour vraiment rajeunir l'image de marque, de l'entreprise et tout ça, pour avoir de l'attractivité aussi bien côté client que côté recrutement et tout ça. Donc ces choses-là deviennent nécessaires pour plusieurs raisons. Et en pratique, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que quand on commence à se dire que je vais moins gagner d'argent si je ne fais pas d'efforts, mais c'est multifactoriel. Et à l'échelle plus large, à l'échelle planétaire, est-ce que tu penses qu'on va dans la bonne direction ? Il y a plein d'enjeux géopolitiques, en particulier sur les ressources. Ce qui va se passer à Taïwan va être très intéressant. Ce qui se passe en Ukraine est très intéressant. Il y a plein de choses qui vont faire que les pénuries, de toute façon, sont là pour durer. Donc il va falloir s'habituer, il va falloir changer la façon de faire les choses, parce qu'à l'échelle planétaire, les enjeux de la sobriété ne viennent pas des mêmes facteurs, mais à la fin vont tous dans la même direction. C'est-à-dire qu'il faudra faire... Là, pour l'instant, on dit pareil avec moins. Après, on verra comment on va progressivement changer la façon de faire. Est-ce que globalement, tu es optimiste ? Moi, je suis optimiste par nature. Donc oui, je suis globalement optimiste. Bon. Parce qu'on va tous le faire ensemble, et puis ça va bien se passer pour tout le monde. Et on va s'adapter, parce que c'est ça être humain, quoi. Donc, pas de problème. C'est très bien de terminer sur cette note optimiste. Je te remercie. Merci à toi.
On va passer aux questions éventuelles, s'il y en a. C'est un sujet qui concerne tout le monde, donc j'imagine que tout le monde a peut-être une question. Alors, sobriété et Festival de Cannes, c'est un peu de l'injonction contradictoire, je suis désolé. Et est-ce que sobriété et cinéma l'est aussi? J'ai plein d'exemples de films qui m'ont beaucoup marqué, qui pouvaient être très sobres. Kurosawa, ça peut parfois, pas toujours, hein, mais parfois ça peut être très sobre et très, très beau et très, très émouvant. Tu me parlais ce matin de différentes manières, par exemple, de montrer, enfin d'exprimer une scène de bataille. Est-ce que tu peux nous redonner cet exemple? Ah bah c'est ma bataille de Crécy, bataille de Crécy, on peut avoir un, je sais plus comment ça s'appelle quand on met la caméra au-dessus d'un plan là. Non, mais il y a un truc qu'on mettait dans les. Un top shot. Ouais, voilà. On met une carte, et puis après, sinon, on peut faire une animation 2D, on peut faire une animation 3D, puis on peut mettre des trucs en hélicoptère avec des gens avec des chevaux, et puis des armures, puis des effets spéciaux qui racontent la même histoire. Histoire ridicule d'ailleurs, je vous refais pas l'histoire, mais la bataille de Crécy, franchement, on était ridicule. Donc il y a plein de façons de raconter la même histoire. Donc de la même manière que les ellipses, la poésie, on peut en mettre le côté très... on s'enferme, d'ailleurs dans plein de techniques, je vois beaucoup au niveau de l'animation, on s'enferme dans un truc qui s'appelle le PBR, le Physical Based Rendering, qui est basé sur le fait que les moteurs de calcul devraient reproduire la nature. Hein. Aujourd'hui, les gens qui développent le moteur de rendu de Weta ou de Disney, c'est des physiciens nucléaires, pour être le plus près que la couleur, ça soit les lumières, et choses comme ça. Mais quand on fait des dessins animés, est-ce que c'est vraiment de ça dont on a besoin pour raconter une histoire? À un moment, il faut se poser des questions un peu philosophiques. C'est là que c'est intéressant, c'est que ce qu'on fait, c'est de l'art, on raconte des histoires, et il y a plein de façons tellement différentes de faire des choses. Et puis, des cinémas en particulier, les cinémas un peu rebelles et tout ça, qui peuvent être super intéressants, avec très peu de moyens, ils nous montrent tous les jours des choses super intéressantes. On peut s'en inspirer. Je reviens encore une fois à la nouvelle vague. Les gens, quand ils ont sorti les caméras des studios, ils nous ont raconté des histoires incroyables. Donc la sobriété imposée peut être une vraie opportunité finalement pour la narration. C'est peut-être une libération du carcan matériel. Bon là, ils vont avoir peur. Mais comme disait l'autre film, on n'a pas tous eu la chance d'avoir des parents communistes. Le titre était excellent. Est-ce qu'on a d'autres Est-ce qu'on a des questions peut-être? Non, écoute, je crois qu'on va en rester là. Merci beaucoup pour ton intervention, qui était passionnante. Merci, au plaisir d'échanger. Ouais. Et puis demain, on va parler accessibilité pour les personnes en situation de handicap dans les salles de cinéma avec Mélissa Charles. Donc toujours en direct du Festival de Cannes sur le stand de la CST et à 16h. Merci beaucoup. Merci.